J'entame donc aujourd'hui ma dernière série de cours sur le thème autobiographie et histoire, et aussi ma dernière série de cours tout court. Ce à quoi je me suis intéressé depuis le début, comme le savent ceux qui m'ont écouté ces dernières années, ce sont des textes autobiographiques, disons, exceptionnels ou hors normes, si vous voulez. Je veux dire des textes qui échappent aux contraintes du genre autobiographique tel qu'on l'a pratiqué en Chine pendant la plus grande partie de la période impériale. Ces contraintes, qui découlaient de celles qui régissaient l'écriture biographique en général, qui en était en quelque sorte une application particulière, ces contraintes, j'en ai déjà souvent parlé et je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Je ne vais pas trop y revenir aujourd'hui. Sinon, pour rappeler malgré tout, et en restant dans l'extrême généralité, qu'elles consistaient principalement à enfermer le sujet d'une biographie ou d'une autobiographie dans un cadre convenu et limitatif, renvoyant à un nombre limité de personnages types définis par leur carrière, politique ou autre, par leur domaine de spécialisation, leur milieu social, leur profil intellectuel ou moral, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a, et ce sont peut-être les plus nombreuses, c'est ainsi qu'on a des biographies ou des autobiographies de fonctionnaires ou de militaires, de gens donc dont le principal rôle dans la vie a été, ou le rôle considéré comme le plus important dans leur vie a été de servir l'État, mais on a aussi des biographies de penseurs, d'érudits, de littérateurs, d'artistes, d'hommes de religion, de philanthropes, voire d'anticonformistes, ou encore de femmes s'étant signalées par l'éminence de leurs vertus. Tout cela, je l'ai souvent rappelé, et c'est le point important, tout cela exclut la complexité et les contradictions, et fait des sujets des biographies et des autobiographies conventionnelles, c'est-à-dire de l'immense majorité, des personnages unidimensionnels. Une autre limitation sur laquelle j'ai aussi eu l'occasion d'insister est ce que j'ai appelé l'impératif de respectabilité. Les répertoires biographiques très fournis que comportent toutes les histoires dynastiques, par définition éditées après la chute de la dynastie dont elles parlent, donc longtemps après les faits, tous ces répertoires biographiques dans les histoires dynastiques comportent toujours un petit nombre de sections dédiées à des types négatifs. Des fonctionnaires corrompus, des traîtres, des rebelles, des sycophantes, tout ce que vous voudrez. Mais si l'on parle de ces gens, de ces types négatifs, c'est pour l'histoire. Ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour en faire des contre-exemples. En revanche, les millions de biographies privées qui ont été composées au fil des siècles, je dis millions comme ça à vue de nez, mais je pense qu'on peut le dire, et dans les contextes les plus variés, ces millions de biographies ne pouvaient par définition introduire quoi que ce soit de négatif sur leur sujet, puisque le but était justement de l'honorer, ce sujet, lui et surtout sa famille et ses ancêtres. En d'autres termes, tout ce qu'il pouvait y avoir de déshonorant, de honteux ou d'inavouable dans la vie et les actions d'un personnage, ou simplement de trivial ou de médiocre, était soit embelli, soit purement et simplement passé sous silence. Et ceci est également vrai des autobiographies qui nous concernent, mais avec quelques nuances importantes. Il y a d'abord la convention de la fausse modestie, quand ce n'est pas de l'autodépréciation. Bien sûr, on ne révèle jamais rien de honteux ou d'inavouable, mais certains auteurs, au moins, se complaisent à répéter à quel point ils sont d'un talent médiocre, qu'ils n'ont pas fait honneur à leurs parents comme ils auraient dû, qu'ils ont eu une carrière très modeste, etc., etc. Il leur arrive aussi d'admettre des échecs, voire de s'en attribuer la responsabilité, mais s'accuser de toutes les faiblesses en usant d'une rhétorique qui ne trompe personne n'est bien sûr pas la même chose que d'avouer de véritables transgressions ou des comportements qui ne vous font pas honneur. Et puis, dans un autre ordre d'idées, il faut signaler l'existence d'un genre particulier qui existe aussi bien pour les biographies que pour les autobiographies, et dont j'ai souvent parlé, à savoir la chronique année par année ou Nianpu. Un Nianpu, à la limite, peut être décrit comme une base de données biographiques arrangée chronologiquement, par opposition à un récit biographique cohérent, ordonné, dont l'objectif est de décrire une trajectoire. En tout cas, les Nianpu ont l'avantage d'intégrer des éléments plus divers et plus nombreux, rangés après année, encore une fois,
parfois même beaucoup plus divers et beaucoup plus nombreux, sur les différentes activités du sujet, c'est-à-dire de l'auteur, quand il s'agit d'une autobiographie, y compris celles qui ne relèvent pas de sa carrière principale, de sa raison d'être en tant que sujet d'une biographie, si vous voulez, sur ses écrits, sur ses relations amicales et professionnelles, sur les événements survenus dans sa famille, les naissances, les décès, les mariages, sur ses déplacements et ses voyages, et ainsi de suite. Du coup, dans les cas les plus favorables, sa vie prend plus de contexte. On a, si je puis dire, un peu plus de profondeur de champ. Mais l'impératif de respectabilité et la déférence pour les conventions, aussi bien les conventions morales que les conventions politiques ou sociales, n'en restent pas moins au centre de tout. Pour toutes ces raisons, les matériaux biographiques traditionnels, y compris les Nianpu, ne font qu'apporter un supplément d'informations factuelles aux sources historiques conventionnelles. Un supplément considérable, énorme même, mais il faut quand même y insister. Qu'ils émanent de l'historiographie d'État ou qu'ils soient d'origine privée, ces matériaux biographiques constituent en eux-mêmes une source historique massive et à laquelle on ne cesse de recourir. Simplement, on ne peut pas dire qu'ils offrent un regard nouveau, ou plutôt un regard différent sur l'histoire et sur les individus qui la vivent ou qui en sont les acteurs. Or, et là je reviens au sujet que je poursuis depuis plusieurs années, or, il y a des exceptions. Et ces exceptions, ce sont donc les écrits autobiographiques hors normes, comme j'ai dit, dont je parlais au début, c'est-à-dire ceux qui parviennent, si peu que ce soit, à transcender les conventions et les limitations que je viens d'évoquer très rapidement. Là encore, je ne vais pas revenir en détail sur ce que j'ai présenté les années passées. Ce que je dois rappeler malgré tout, c'est que j'ai été conduit dans mes exposés à élargir la notion d'autobiographie et à parler d'écrits à la première personne, c'est-à-dire à inclure non seulement des autobiographies au sens propre du terme, mais également ce que j'ai appelé d'abord des fragments d'autobiographie, c'est-à-dire des suites de notes ou d'anecdotes déconnectées, mais dans lesquelles l'auteur parle de lui-même et de ses propres expériences. J'ai été également conduit à inclure les journaux intimes, enfin les journaux qu'on écrivait pour soi-même, qui sont en quelque sorte, pourrait-on dire, des autobiographies en temps réel, au jour le jour, et aussi des témoignages se présentant sous la forme de chroniques dans lesquelles l'auteur n'est qu'un acteur ou un témoin parmi beaucoup d'autres, d'événements qui dépassent le cadre de son expérience individuelle, mais qu'il décrit depuis son propre poste d'observation et dans lesquels il se met occasionnellement en scène. Il est présent et il parle à la première personne. Tout ceci n'implique pas nécessairement un regard neuf sur l'histoire, dégagé des conventions historiographiques, mais il arrive que ce soit le cas, et c'est donc à ces exceptions que je me suis consacré et que je vais continuer de me consacrer cette année, dans une certaine mesure, et je m'expliquerai plus tard sur cette réserve. Quoi qu'il en soit, l'un des points qu'il importe de rappeler est qu'il n'existe à ma connaissance qu'une seule période dans toute l'histoire impériale où ces exceptions, dans le domaine de l'autobiographie, se multiplient réellement jusqu'à former un corpus d'écrits qui change réellement notre vision des individus et des événements, qui nous font en quelque sorte passer de l'autre côté du miroir historiographique. Cette période, dont j'ai parlé d'abondance pendant les 3 premières années de cette série, c'est le XVIIe siècle. Plus précisément, ce sont les dernières décennies de la dynastie des Ming, jusqu'en 1644 donc, et même un peu plus si l'on compte les quelques années qu'il a fallu au nouveau régime des Qing, donc la dynastie mandchoue, pour établir son pouvoir sur la moitié sud de la Chine. Et on peut y ajouter, quoiqu'à un bien moindre degré, les 20 ou 30 premières années des Qing, avant que la dynastie mandchoue n'impose définitivement au pays un conservatisme moral, un conformisme intellectuel et surtout un autoritarisme politique auquel les Chinois n'ont guère eu la possibilité de se soustraire, du moins publiquement, avant le début du XIXe siècle et souvent bien après. Disons, pour donner des chiffres ronds, que cette période de relative ouverture intellectuelle et politique, où l'anticonformisme et la critique fleurissent et où l'écriture à la première personne se libère de façon étonnante, que cette période s'étend de 1580 à 1680 environ. Les exemples auxquels j'ai consacré la plus grande partie de mon temps l'année dernière, 2 textes essentiellement,
datés, eux, de la première moitié du XIXe siècle, des années 1840 pour être plus précis. Il y avait, je le rappelle, d'abord le témoignage, plus précisément les souvenirs, d'un certain Li Xiufang concernant les 7 années qu'il avait passées comme magistrat d'une sous-préfecture du Shandong sur le trajet du Grand Canal. Un bon exemple de ces fragments d'autobiographie ou autobiographie fragmentaire dont je parlais tout à l'heure. Le texte n'est certainement pas aussi introspectif ni critique que ceux du XVIIe siècle que j'avais eu l'occasion de présenter, mais il n'en révèle pas moins une assez grande liberté de ton et aussi un sens assez rare du concret dans la description des gens et des pratiques. Ce qu'on y trouve, si vous voulez, c'est une image de la vie quotidienne d'un administrateur local capté au ras du terrain et, de ce point de vue, révélatrice d'une quantité de choses qui n'apparaissent jamais dans les sources historiques ou administratives habituelles, sinon sous forme de généralités ou de clichés. Je considère cette approche depuis le terrain, en quelque sorte, du bas en haut, si vous voulez, procédant par accumulation de détails, comme particulièrement précieuse pour l'historien. Mais c'est un point sur lequel je reviendrai lorsque je présenterai les textes dont je parlerai cette année. Et ensuite, j'ai examiné, il y a un an, quelques extraits d'un texte extrêmement différent, qui est, lui, une authentique autobiographie et fort longue, celle d'un nommé Zhang Tixing, qui était également un fonctionnaire, un texte extraordinairement détaillé et pour le coup d'une liberté de ton, d'un réalisme et d'une virulence dans la description des mœurs du temps tout à fait exceptionnels, rappelant à certains égards les témoignages les plus radicaux du XVIIe siècle. Ce qui s'explique en grande partie, comme je l'avais souligné, par le fait que cette autobiographie de Zhang Tixing était un témoignage à usage purement interne et n'était absolument pas destiné à la publication, ni même à circuler. La première publication date de 1981, donc un siècle et demi après le texte. Un texte, si je puis dire, où l'auteur n'hésite pas à se lâcher. Voilà donc le rappel que je m'impose chaque année quand le cours s'inscrit dans la continuité des précédents dans une même série, de façon à restituer le contexte en quelque sorte. Alors, que vais-je faire cette année ? Eh bien, je vais encore avancer dans le temps et je vais me concentrer sur 2 textes essentiellement dont le contenu se situe cette fois dans les toutes dernières années de la dynastie des Qing, à la veille de la révolution de 1911. 2 textes on ne peut plus différents l'un de l'autre d'ailleurs. Le premier est ce qu'on pourrait appeler une autobiographie professionnelle, un genre dont j'ai aussi beaucoup parlé dans le passé. Une autobiographie dont l'auteur et le sujet en même temps est un modeste fonctionnaire local nommé Liu Duanfen, dont personne n'a jamais entendu parler sans doute, en dehors de ceux qui ont lu ce texte assez rare. Elle ne couvre en fait cette autobiographie que 3 années de la vie de l'auteur, celle qu'il a passée comme magistrat dans la province du Sichuan entre 1908 et 1911. Et il se trouve que 1911 a été une année particulièrement agitée, même dramatique au Sichuan, et même que c'est de là qu'est plus ou moins partie la révolution qui a mis fin au régime impérial. Le titre de ce texte relativement court, que je vous donne dans la feuille d'accompagnement, est tout simplement Huanshu Tiyue, ce qui signifie rien de plus que bref récit de ma carrière au Sichuan ou sur un fonctionnaire au Sichuan. L'autre texte, totalement différent, je l'ai dit, est une autobiographie d'un ton totalement libre, rédigée dans une langue très familière et non pas dans la langue encore un peu bureaucratique du Huanshu Tiyue. Et son sujet est un personnage dont j'ai beaucoup parlé dans mes cours à une certaine époque et qui est un peu un de mes grands hommes dans l'histoire de la Chine. Il s'agit de Li Yizhi, qui était célèbre comme ingénieur hydraulicien, un métier qu'il a exercé pendant les 3 premières décennies de la période républicaine. Et c'est bien en tant qu'ingénieur que je l'avais étudié pendant une série qui a duré, je crois, 4 ans. Mais ce n'est pas le sujet de son autobiographie, dans la mesure où celle-ci porte non pas sur sa carrière, mais sur ses années d'enfance et de jeunesse passées dans sa province natale du Shanxi, dans les environs de Xi'an, et aussi, en fait, à la fin, en Allemagne,
où Li Yizhe avait été envoyé comme étudiant. Le texte s'arrête là aussi avec la révolution de 1911, bien que Li Yizhe l'ait rédigé une quinzaine d'années plus tard. Et si j'ai choisi d'y revenir, j'en avais un peu parlé, mais vraiment très peu en détail, si j'ai choisi d'y revenir, c'est à cause du témoignage extrêmement riche et très nouveau que Li Yizhe livre sur un certain segment de la société à la fin des Qing, disons un milieu d'intellectuels modestes et de petits notables, et sur la façon dont et de gens influencés en fin de parcours par la pensée révolutionnaire, et sur la façon dont il a été pénétré, ce milieu, et subtilement transformé par les idées nouvelles venues d'Occident, dont on s'aperçoit à quel point elles ont eu de l'impact, même dans une région aussi pauvre et isolée que l'était cette région qu'on appelle le Guangdong, donc, dont la capitale en quelque sorte est la ville de Xi'an. Pauvre et isolée à l'époque et qui s'est développée beaucoup plus tard. Voilà donc ce qui m'occupera cette année. Deux autobiographies appartenant à deux genres et à deux styles de personnages entièrement différents, et deux textes ayant vécu dans des environnements géographiques et politiques tout à fait différents, et deux textes que je mettrai en regard du contexte local et historique, justement. Contexte extrêmement intéressant dans les deux cas, où se situent donc ces fragments de vie. Mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais commencer par des choses beaucoup plus générales, par de l'histoire et pas du tout par de l'autobiographie. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'il m'a semblé nécessaire, indispensable même, d'introduire ce dont je viens de parler par un rappel historique portant sur les 60 dernières années de la dynastie des Qing, les 60 années donc qui séparent les textes examinés l'année dernière de ceux auxquels je vais m'intéresser désormais. Car la dernière décennie du régime impérial, auquel correspondent ces textes que je vais examiner, ne fait sens que si on la situe par rapport au demi-siècle extrêmement chaotique qui l'a précédé. Et c'est donc un exercice difficile que je vais me livrer aujourd'hui et au début de la fois prochaine, puisque je vais essayer de résumer de façon aussi synthétique que possible 50 années de l'histoire de la Chine, particulièrement compliquée et touffue, remplie d'événements souvent traumatisants et de développements totalement inédits. Je vais essayer donc de présenter cela sans tout dire, mais sans rien oublier et en essayant de rester clair. Pour revenir au moment historique auquel correspondaient les deux textes de l'année dernière, les souvenirs de Li Xiufang donc, et des extraits de Jiang Tixing que j'ai présentés, ceci nous conduisait jusqu'à la veille de 1850. Et comme nous allons le voir, 1850 marque une articulation essentielle dans l'histoire du XIXe siècle chinois. Les deux textes, qui vont me servir de fil conducteur cette année, nous conduisent eux aussi à une articulation majeure dans l'histoire de la Chine, comme on vient de le voir, mais beaucoup plus radicale encore, puisqu'il s'agit de rien moins que la chute de la dynastie des Qing et avec elle la disparition du régime impérial. Et en dépit d'une apparente continuité dans les représentations, en dépit aussi de beaucoup de choses qui n'ont effectivement pas bougé, ou si peu, ces années ultimes de l'Empire chinois, ce demi-siècle, disons, qui précède le grand basculement de 1911, sont un monde entièrement différent de celui ou de ceux que j'ai évoqués jusqu'à présent. Pour essayer de dire les choses en quelques mots, avant de les reprendre de façon un peu plus circonstanciée, je dirais que pendant la soixantaine d'années qui se sont écoulées entre 1850 et 1911, l'Empire s'est trouvé d'abord confronté à une vague de rébellions dévastatrices qui ont bien failli renverser la dynastie des Qing. Il a été en conflit à plusieurs reprises avec les puissances occidentales et avec le Japon, la nouvelle puissance émergente en Asie, et ces conflits se sont soldés par ce qu'on a l'habitude d'appeler les traités inégaux, parce qu'à chaque fois, les vainqueurs imposaient leurs conditions et enlevaient à la Chine un peu plus de sa souveraineté. Et en même temps, cet empire menacé a entrepris de s'adapter au monde extérieur, il a cherché à se protéger de ces intrusions en s'en appropriant, très prudemment d'abord, mais de façon aussi assez radicale pendant l'ultime décennie, en s'en appropriant les techniques, les institutions et même les façons de penser. Mais trop tard, et avec trop de résistance pour empêcher l'effondrement du système politique qui se confondait avec l'entité chinoise depuis 2 millénaires et plus.
Cet effondrement qui s'est donc produit très rapidement et avec une surprenante facilité dans les derniers mois de l'année 1911. Voilà donc, comprimé en un petit paragraphe, assez habile, je dois le dire, la trajectoire que je vais à présent essayer d'exposer de façon un peu plus explicite. Je disais que 1850 marque une césure cruciale dans l'histoire du XIXe siècle chinois. 1850, c'est bien sûr le début de la rébellion des Taiping, ou plus exactement du royaume céleste de la Grande Paix, Taiping Tianguo. Le mouvement des Taiping est un étrange amalgame de messianisme chinois traditionnel, de notions empruntées au christianisme. Le chef des Taiping, qui s'appelait Hong Xiuquan, s'était convaincu qu'il était le frère cadet de Jésus, et plusieurs chefs du mouvement avaient été baptisés par des missionnaires protestants de Hong Kong. Également de revendications sociales et enfin de nationalisme anti-mandchou. La secte des Taiping a pu paraître, si on peut l'appeler une secte, a pu paraître au départ n'être qu'un problème local et de plus localisé dans une périphérie tout à fait lointaine de la Chine puisque la rébellion a éclaté dans une petite sous-préfecture du Guangxi dans le sud-ouest. Mais en l'espace d'à peine 2 ans, c'est devenu un problème national. Les dirigeants Taiping, qui étaient des fanatiques et qui n'avaient peur de rien, avaient d'emblée rompu les ponts avec le régime, une rupture qu'ils marquaient, comme on sait, en se laissant pousser les cheveux, ce qui était un geste hautement symbolique sous la dynastie Qing et qui était totalement illégal. Ils avaient réussi à échapper aux forces envoyées contre eux et avaient quitté le Guangxi pour pénétrer dans le bassin moyen du Yangtze. Et là, après diverses péripéties, dont le détail importe peu aujourd'hui, ils s'étaient emparés de Nankin, l'ancienne capitale secondaire des Ming, et l'une des principales métropoles de la vallée du Yangtze, dont ils avaient fait leur propre capitale, leur capitale céleste, leur Tianjin. Ceci, c'était au printemps 1853. L'histoire des Taiping entre leur installation à Nankin et l'effondrement de leur régime en 1864 a connu beaucoup de hauts et de bas. Il serait beaucoup trop long, encore une fois, d'en donner même un résumé. Disons simplement déjà qu'ils ont réussi à brièvement menacer Pékin dès cette même année 1853, en fait. Ils se trouvaient alors en vue de Tianjin, elle-même à une petite centaine de kilomètres de la capitale, mais en ont été finalement repoussés, au prix d'ailleurs de combats d'une incroyable sauvagerie sur lesquels nous avons, soit dit en passant, le témoignage direct et très impressionnant de Jiang Tixing, l'auteur de l'autobiographie dont je parlais tout à l'heure. Les Taiping ont peut-être échoué à s'emparer du nord de la Chine, mais à l'apogée de leur pouvoir, quelques années plus tard, disons aux alentours de 1860 et dans les 2 ou 3 années suivantes, ils avaient réussi à occuper la plupart des grandes villes de la vallée du Yangtze, Wuhan, Suzhou, Hangzhou, Ningpo, et ils contrôlaient de facto les régions les plus productives de l'Empire, et donc celles d'où la dynastie extrayait la plus grande partie, ou une partie très importante, de son revenu fiscal. Les raisons de la défaite des Taiping, de la défaite finale de la rébellion des Taiping, dont la date symbolique citée traditionnellement est celle de la reprise de Nankin par les impériaux, le 19 juillet 1864, mais il y a encore eu des combats ici et là pendant près de 2 ans. Les raisons de cette défaite, donc, sont multiples. Il y a d'abord le fait que Hong Xiuquan et bon nombre de ses lieutenants, lesquels étaient souvent des membres de sa propre famille, étaient des gens, pour dire le moins, instables, certains même franchement des illuminés, à commencer par Hong Xiuquan lui-même, et que leurs dissensions et leurs jalousies se sont soldées à plusieurs reprises par des purges sanglantes qui ont considérablement affaibli le mouvement. Mais il y a aussi le fait que la rébellion des Taiping a provoqué une sorte de sursaut de la part du régime mandchou, et plus particulièrement une sorte de sursaut parmi l'élite sociopolitique chinoise de l'Empire, pour qui ces rebelles qui prétendaient balayer les institutions traditionnelles étaient l'ennemi numéro 1 et qui avaient de toute façon tout à perdre en cas d'effondrement de la dynastie. C'est donc la mobilisation et le leadership d'un certain nombre de représentants éminents de cette élite, dont je vais reparler dans un instant, qui a, en fin de compte, sauvé le régime des Qing et lui a permis de durer un demi-siècle de plus. Mais il y a eu un autre élément déterminant, et cet élément, c'était les étrangers.
En 1850, les représentants des puissances occidentales, les Anglais en tête, mais aussi les Français, sans parler d'un nombre croissant d'autres Européens et d'Américains, les représentants des puissances occidentales avaient eu le temps de s'installer solidement dans un petit nombre de points d'appui, dont les principaux étaient bien sûr Hong Kong et Shanghai. Ces points d'appui leur avaient été concédés, en même temps qu'un certain nombre d'avantages commerciaux, par les traités signés par différents pays avec la Chine au terme de la première guerre de l'opium, moins de 10 ans avant. Mais ils en voulaient beaucoup plus d'avantages. Ils réclamaient à corps et à cri une révision des traités et leur relation avec Pékin était en fait exécrable. À tel point que, dès le milieu des années 1850, l'Angleterre et la France se sont retrouvées dans une situation de guerre larvée avec la Chine, ponctuée par des incidents constants et par des menaces de rétorsion. Et tout cela a finalement débouché sur le bombardement et l'occupation de la grande ville de Canton, au sud, d'où tout était parti, en fait, à l'extrême fin de 1857. Et ensuite, c'est la guerre ouverte en 1858, et ce sont les traités signés la même année à Tianjin qui accordaient aux Occidentaux des droits et des avantages incomparablement plus importants que ne l'avait fait le traité de Nankin en 1842. Or, 2 ans plus tard, en 1860, l'empereur Xianfeng dénonce les traités, il refuse de les avaliser, les hostilités reprennent et c'est finalement la prise de Pékin par les forces anglo-françaises ou franco-anglaises, le pillage et l'incendie du palais d'été et la fuite de la cour au nord de la Grande Muraille. Elle ne retournera à Pékin qu'après la signature de nouvelles conventions, les conventions de Pékin, comme on les appelle, et celles-ci aggravaient encore les traités de 1858. Tout cela pour dire que, pendant un certain temps au moins, les représentants des puissances en Chine ont eu quelques motifs de se demander s'il ne serait pas préférable de laisser leur chance à ces Taiping qui paraissaient si puissants, dont on disait que les chefs avaient fréquenté les missionnaires et se proclamaient chrétiens, qui ne semblaient pas particulièrement xénophobes et dont on pouvait espérer qu'ils seraient disposés à ouvrir pour de bon la Chine au commerce étranger. En bref, c'étaient des gens avec qui l'on pourrait peut-être parler, alors que c'était à peu près impossible à ce moment avec les Qing. Et de fait, un certain nombre d'Européens ont fait le voyage de Nankin, après que les Taiping s'y sont installés, pour voir comment les choses se présentaient. Certains de ces Européens en sont revenus plutôt positifs, voire enthousiastes, mais les responsables diplomatiques ont rapidement décidé qu'il était exclu de frayer avec ces révolutionnaires aussi exaltés qu'imprévisibles et qu'il valait mieux s'en tenir à une attitude de stricte neutralité. Et lorsque, en 1860, les Taiping, qui s'étaient lancés dans la conquête du Yangtze, se sont avisés d'attaquer Shanghai, autrement dit le centre de gravité des intérêts occidentaux en Chine, les représentants des puissances se sont départis de leur attitude de neutralité et ont ouvertement pris le parti des Qing, alors même qu'ils étaient en conflit avec eux dans le Nord à la suite de la dénonciation des traités de Tianjin. Mais les Qing étaient après tout le parti de l'ordre et en tout état de cause, la priorité, c'était la défense de Shanghai. Et Shanghai a subi les assauts de Li Xiucheng, l'un des meilleurs généraux des Taiping, 3 années de suite jusqu'en 1862. Il y a donc eu, à partir de là, un certain degré de coopération militaire entre les Européens et les impériaux, et certaines victoires importantes des troupes impériales contre les Taiping ont bénéficié de l'aide efficace de régiments commandés par des officiers anglais ou américains en position, disons, de détachement. Cela étant, il serait tout à fait abusif d'affirmer, comme on le fait parfois encore aujourd'hui, que c'est l'aide des Occidentaux qui a permis aux Qing de venir à bout de la rébellion. Mais il n'en reste pas moins vrai que le ralliement des puissances à la dynastie mandchoue, à laquelle ils avaient en outre arraché des traités, ou ils étaient en train d'arracher des traités extrêmement avantageux, il est hors de doute que ce ralliement a beaucoup compté pour tirer la dynastie mandchoue d'affaire. Mais le gouvernement impérial a eu à affronter d'autres mouvements de rébellion pendant ces mêmes décennies 1850 et 1860. Ainsi, plusieurs provinces du nord et du centre de la Chine ont été ravagées par des bandes extrêmement mobiles qu'on appelait les Nian, et qui, contrairement aux Taiping,
ne cherchait pas à occuper un territoire ni à édifier un État, mais pratiquait une sorte de guérilla purement prédatrice et purement destructive. Les Niènes avaient pour tactique habituelle de se retrancher dans des villages fortifiés, et de là, ils lançaient des raids de cavalerie extrêmement destructifs et s'attaquaient systématiquement aux autorités. Ils représentaient d'autant plus une menace qu'ils ont coopéré avec les Taiping en plusieurs occasions. Les deux mouvements sont à peu près contemporains. En tout cas, les armées des Qing, menées par les meilleurs chefs de guerre de l'époque, en partie les mêmes que ceux qui combattaient les Taiping, n'en sont venus à bout qu'au prix d'une guerre sans merci et terriblement coûteuse, et qui ne s'est conclue qu'en 1868. Et tout aussi longue et coûteuse a été la guerre menée contre les rébellions de musulmans chinois pendant les années 1860. Le nord-ouest de l'Empire a en effet été le théâtre d'abord d'affrontements ethniques sanglants entre Chinois musulmans et Chinois Han, ceux-ci se déroulant surtout dans la province du Shanxi, autour de Xi'an, lesquels affrontements ont débouché sur une rébellion musulmane à grande échelle qui a engouffré une bonne partie non seulement du Shanxi et du Gansu, donc de la Chine propre, le nord-ouest, mais aussi de ce qu'on appelle le Turkestan chinois, c'est-à-dire la future province du Xinjiang. Voilà donc les trois grandes rébellions qui ont ravagé une bonne partie de l'Empire pendant les années 1850 et 1860. Les Taiping, principalement dans la vallée du Yangtze, les Niènes, principalement en Chine du Nord, et les musulmans dans le nord-ouest. Elles ont toutes les trois causé des dégâts énormes, elles ont quelquefois agi en coordination, et leur répression a coûté au gouvernement des Qing des sommes colossales. Mais ce sont les Taiping, incontestablement, qui ont eu l'impact le plus profond et le plus prolongé, et de loin, et c'est ceci que je vais très rapidement développer maintenant. Matériellement, d'abord, les armées sans cesse en mouvement, les combats incessants, les villes prises, reprises, perdues à nouveau, la destruction des infrastructures et les massacres, tout cela a affecté le cœur économique de la Chine pratiquement dans sa totalité. Pour ainsi dire, toutes les grandes villes de la région, entre l'actuel Wuhan à l'ouest et Hangzhou et Ningpo à l'est, y sont passées. Et l'on a d'innombrables descriptions des campagnes dépeuplées et exsangues après la fin des hostilités, notamment dans le Bas-Yangtze, la région dite du Tiangnan, alors que c'était auparavant la région la plus prospère et la plus densément peuplée de l'Empire. Tout indique par exemple que les pertes, il y a eu des études précises là-dessus, que les pertes démographiques ont été considérables. Autant dire que la reconstruction a pris beaucoup de temps. Mais il y a plus que cela. La première chose à mentionner, c'est que la rébellion des Taiping, qui a fini par être écrasée, certes, mais qui a quand même rencontré de grands succès et a réellement fait trembler l'Empire sur ses bases, c'est que la rébellion des Taiping a inauguré une tradition révolutionnaire et iconoclaste destinée à un bel avenir dans l'histoire de la Chine moderne. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les deux grands mouvements révolutionnaires chinois du XXe siècle, le mouvement nationaliste et le mouvement communiste, ont célébré les Taiping comme des précurseurs et comme d'authentiques révolutionnaires par opposition aux rébellions chinoises classiques. Et l'on peut en effet considérer que les Taiping ont été un mouvement révolutionnaire et à beaucoup d'égards, à commencer par le fait que, sous l'influence des idées qu'ils avaient absorbées chez les missionnaires anglo-saxons de Hong Kong ou d'ailleurs, les idéologues Taiping rejetaient en bloc, ou quasiment en bloc, l'héritage de la tradition chinoise. Les classiques, le confucianisme, les savoirs lettrés, les institutions impériales, etc., etc. Et de même, ils rejetaient la religion populaire et les superstitions de toutes sortes qui maintenaient, pensait-il, les Chinois en état d'arriération. Il y avait aussi le fait qu'ils étaient farouchement anti-mandchous, comme le serait un demi-siècle plus tard le mouvement révolutionnaire qui a fait tomber, lui, la dynastie des Qing. Et je pourrais encore mentionner le fait que les Taiping prônaient une sorte de théocratie collectiviste et égalitaire, y compris l'égalité entre hommes et femmes, et en même temps très austère, sauf pour les dirigeants qui ne craignaient pas de se vautrer dans le luxe et d'entretenir de vastes harems, et très intolérante. Il y a aussi le côté iconoclaste, l'interdiction de représenter les personnes en images, la destruction d'innombrables monuments, l'incendie des grandes bibliothèques du Tiangnan, bref, une volonté de s'attaquer à tous les symboles de la culture traditionnelle. Et ceci, bien sûr,
n'est pas sans faire penser à d'autres mouvements révolutionnaires plus récents en Chine ou d'ailleurs ailleurs. Pour toutes ces raisons, la révolution Taiping, comme on l'appelle volontiers en Chine populaire, est un phénomène absolument fascinant à étudier pour l'historien, en dépit ou peut-être à cause du fait qu'elle n'a duré qu'une quinzaine d'années, très chaotique, avant d'être balayée. Et dernière chose encore, et là de nouveau c'est un trait qu'on retrouve dans l'histoire de la révolution chinoise au XXe siècle, la révolution communiste en l'occurrence, dernière chose encore, avant de s'organiser en un État militariste et autoritaire, les Taiping avaient réussi à se transformer en un véritable mouvement de masse qui ralliait tous les mécontents et les laissés-pour-compte de la société au cours de la progression de l'armée Taiping. Paysans misérables, contrebandiers, trafiquants réduits au chômage par le changement des routes commerciales après la guerre de l'opium, sociétés secrètes anti-mandchous, etc., etc. Cela étant, l'héritage révolutionnaire des Taiping n'a été réactivé, ou devrais-je plutôt dire, n'a été revalorisé qu'après la chute de l'Empire. Par conséquent, il ne concerne pas vraiment la période qui m'occupera en premier lieu, c'est-à-dire la première décennie du XXe siècle. En revanche, ce qui a eu un impact énorme pendant les dernières décennies du système impérial, ce sont les effets directs et indirects de la guerre anti-Taiping sur le régime des Qing lui-même. En 1853, la cour s'est trouvée sous le choc devant la déferlante Taiping et devant l'impuissance de ses forces armées à l'endiguer. Si bien que, pour protéger ce qui pouvait encore l'être et pour essayer de reconquérir les territoires perdus, les Qing se sont résignés à concéder un certain nombre d'innovations institutionnelles lourdes de conséquences pour l'avenir. Dans le domaine militaire d'abord, la Cour a autorisé certains hauts fonctionnaires à lever et à prendre sous leur commandement des armées de volontaires dans leur province d'origine, d'où l'appellation générique de ces forces qu'on pourrait dire semi-privées. On les appelait des braves locaux, ou peut-être mieux des miliciens régionaux, le terme chinois est xiangyong. Or, laisser des grands notables édifier chez eux des machines militaires à leur dévotion était absolument contraire aux usages, même si dans les faits, ces nouveaux chefs de guerre se sont montrés d'une loyauté inébranlable envers la dynastie. Les deux principaux, je cite quand même un minimum de noms, les deux principaux ont été Zheng Guofan, le patron de l'armée du Hunan, ou Xiangtun, et Li Hongzhang, le patron de l'armée du Anhui, Huaitun. Mais Zheng Guofan et Li Hongzhang, ainsi que quelques autres, ont été rapidement promus, qui avaient commencé à lever leurs armées en tant que personnes privées, d'une certaine manière, même si c'était avec l'aval de la dynastie, ont été rapidement promus à des postes de gouverneur de province ou de gouverneur général, ce qui accroissait leur autorité, bien sûr, et leur donnait aussi un meilleur accès aux ressources nécessaires pour financer leurs armées et conduire la guerre. Et ces armées, ils les ont emmenées combattre partout où on avait besoin d'eux, loin des territoires qu'elles étaient supposées défendre au départ. Ces forces survivront d'ailleurs à l'ère des rébellions jusqu'à leur disparition à l'époque des conflits avec les puissances occidentales contre lesquelles elles ne faisaient absolument pas le poids à l'extrême fin du XIXe siècle. Conflits sur lesquels je reviendrai rapidement dans un instant. Cela étant, l'ère des rébellions du XIXe siècle n'a pas débouché, comme ça aurait très bien pu être le cas, sur l'émergence de satrapes régionaux quasiment propriétaires de leurs armées et capables d'ignorer les injonctions du gouvernement central, voire de le menacer ou même de le prendre sous leur contrôle, comme l'ont fait plus souvent qu'à leur tour les seigneurs de la guerre au début de la période républicaine, jusque vers 1930 environ. Bien au contraire, l'autorité de la dynastie pour nommer, déplacer ou destituer les hauts fonctionnaires provinciaux, comme tous les autres fonctionnaires, est restée incontestée jusqu'au bout. Et en dépit des épisodes très chaotiques par lesquels le régime est passé avant de sombrer définitivement, aucun gouverneur n'a jamais songé à se rebeller. En tout cas, aucun ne s'y est jamais risqué. Le point extrême, pourrait-on dire, atteint dans l'indiscipline, probablement, c'est pendant l'épisode des Boxers en 1900, quand les gouverneurs des provinces du Yangtze ont sagement ignoré l'ordre qui leur était intimé par la Cour de se joindre à la guerre désastreuse qu'elle avait décrétée, enfin la Cour sous la direction de l'impératrice Ceci, contre les puissances étrangères, afin de les bouter hors de Chine, et qu'ils ont passé
une sorte de pacte secret avec les représentants des puissances, leur garantissant la sécurité de leurs ressortissants dans les régions dont ils avaient le contrôle en échange de leur non-intervention. Ceci, c'est donc le point extrême, comme je disais, d'indiscipline atteint par ces grands chefs provinciaux. Mais c'est un fait que l'équilibre des pouvoirs entre la cour et les chefs des provinces, surtout les grandes provinces stratégiques gouvernées par de fortes personnalités, a subtilement changé pendant l'épisode des Taiping. Et les conséquences ont été considérables pendant les dernières décennies de l'époque des Qing. Il me semble que la meilleure façon de décrire ce changement serait de parler peut-être d'une décentralisation à la fois limitée et non institutionnalisée. Les raisons immédiatement militaires de cette évolution, de cette décentralisation, je viens de les mentionner. Le pouvoir central était tout bonnement incapable de conduire la guerre contre les Taiping depuis Pékin et avec les ressources dont il disposait, d'où l'émergence de ces armées régionales recrutés et commandés par des hauts fonctionnaires devenus généraux pour la circonstance, que la pression des événements obligeait à prendre sans cesse et de leur propre autorité des décisions lourdes de conséquences, quitte à les faire sanctionner par la Cour a posteriori, et tout en sachant qu'en cas de problème sérieux, ils seraient sanctionnés ou destitués. Et en même temps que cette marge nouvelle d'autonomie stratégique, le régime a bien été obligé de leur concéder une marge d'autonomie fiscale, puisqu'il fallait bien financer la guerre et que l'État était financièrement aux abois. Il l'a, à vrai dire, été pendant pratiquement tout le XIXe siècle, encore qu'à des degrés variables. Mais à l'époque des rébellions, et à peine 10 ans après la guerre de l'opium, qui avait déjà coûté très cher, la situation était vraiment désespérée. D'autant qu'il fallait aussi compter avec la perte temporaire de vastes régions, donc du revenu qu'elles produisaient normalement. Et comme je l'ai déjà noté, ces régions étaient traditionnellement parmi les plus imposées de l'Empire. Les chefs de la guerre contre les Taiping ont donc été contraints de pratiquer ce qu'on pourrait appeler peut-être une fiscalité créative. En l'occurrence, ils ont taxé ce qui était le plus aisément taxable, à savoir le commerce, et notamment les transports, en instituant un peu partout, le long des voies de communication, des stations douanières qui s'ajoutaient au système de douanes intérieures déjà existantes, des stations douanières prélevant une taxe de transit calculée au prorata de la valeur d'un certain nombre de produits. À l'origine 1%, d'où le nom de cette taxe qui s'appelle donc le li-tin. Le mot li signifiant, suivant les cas, 1/1000 ou 1/100, mais là c'est 1/100. Cette méthode de financement est apparue dès 1853 autour de Yangzhou, au moment de la première offensive des Taiping dans la région, mais ensuite elle s'est très vite répandue dans toutes les régions touchées par les combats, et ensuite encore dans tout l'Empire, et avec un réseau de stations de plus en plus dense, affectant une gamme toujours plus étendue de produits et d'activités. Preuve que c'était un système de taxation très attractif, le li-tin, supposé à l'origine être un impôt purement de circonstance, n'a été aboli qu'en 1930. L'important, en fait, c'est que l'institution du li-tin, dont je n'ai fait ici que suggérer l'histoire très compliquée, a engagé une véritable mutation de la fiscalité de l'empire des Qing, et sur deux plans. D'abord, la proportion de la fiscalité commerciale dans le revenu global de l'État s'est peu à peu accrue jusqu'à dépasser largement la part relative occupée par la principale source de revenus jusqu'au milieu du XIXe siècle, à savoir l'impôt foncier. Ce qui signifie, puisque l'impôt foncier était en théorie limité par des quotas non révisables, avec cependant la possibilité de lui appliquer de nombreuses surcharges, ce qui signifie que c'est grâce à la nouvelle fiscalité commerciale que le revenu global de l'État chinois a pu augmenter loin au-delà de ce qu'il était au XVIIIe ou au début du XIXe siècle, et en même temps changer radicalement de structure. Dans son ouvrage classique sur l'impôt foncier à l'époque des Qing, l'historien Wang Yetian propose un tableau dont les chiffres résument parfaitement cette mutation. En 1753, l'impôt foncier représentait, d'après les calculs de Wang Yetian, représentait 73,5% du total, tandis que la gabelle et les taxes commerciales ne représentaient que 26,5%. En 1908,
donc absolument à la fin de la dynastie, les pourcentages correspondants étaient de 35,1% et de 64,9%, autrement dit une inversion totale de l'ordre. Et en prenant les chiffres de 1753 comme indice 100, Wang Yetian calcule qu'en 1908, l'impôt foncier était passé à l'indice 189, la gabelle et les taxes commerciales étaient passées à l'indice 968, et le revenu fiscal total était passé de l'indice 100 à l'indice 396. Ces chiffres que je vous balance comme ça, et qui n'ont pas été calculés par moi, sont, je crois, assez parlants pour vous donner une idée de ce changement qui est intervenu, encore une fois, pour l'essentiel, en une soixantaine d'années. L'État chinois est donc devenu plus riche, au moins sur le papier. Mais pour des raisons qu'il serait trop long de développer ici, il n'en est pas pour autant devenu ce qu'on est convenu d'appeler un État fiscal moderne, c'est-à-dire capable de centraliser aussi bien la perception que la gestion et l'utilisation de l'impôt sous toutes ses formes, et sur cette base de se financer sur le marché du crédit. Et là-dessus, je vous renvoie à un ouvrage que je n'ai pas encore lu parce qu'il est très récent, mais dont je vous ai donné la référence, de He Wenkai, qui compare la modernisation fiscale manquée de la Chine à celle de l'Angleterre au XVIIIe siècle et du Japon à peu près au même moment que la Chine, ou un peu avant. La seule exception de ce point de vue, c'est l'administration des douanes maritimes impériales, créée en 1860 et gérée par des étrangers. J'en redirai un mot. Des douanes maritimes impériales dont le revenu était sécurisé et a effectivement permis de garantir des emprunts d'État importants. En revanche, la gestion du liquide est restée décentralisée, sujette à toutes sortes de marchandages, et le gouvernement central n'a jamais réussi à en récupérer qu'une partie pour ses propres projets. Dans la situation qu'on peut observer pendant les dernières décennies des Qing, et pour exposer les choses de façon encore une fois très simplifiée, les politiques menées par l'État impérial pour faire face tant bien que mal à ces nouvelles obligations, c'est-à-dire financer les premières entreprises de modernisation et verser aux puissances étrangères des indemnités de guerre de plus en plus lourdes, je vais y revenir, ces politiques donc étaient constamment négociées entre le pouvoir central et une petite élite de gouverneurs généraux dans les provinces, et ceux-ci ont toujours su se prévenir, encore une fois, une marge significative, parfois considérable, d'autonomie et d'initiative, tout en entretenant à leur service de vastes machines bureaucratiques informelles, composées d'experts, de gestionnaires, de financiers, de conseillers techniques, etc., chargés de gérer leurs propres projets. Ces gouverneurs généraux, qu'on appelle en chinois des zongdu, qui signifie gouverneur général, qui étaient placés à la tête d'ensembles régionaux comptant presque toujours 2 ou même 3 provinces, les Occidentaux les appelaient à l'époque les vice-rois, par analogie bien sûr aux vice-rois de l'Inde britannique, ce qui montre bien le pouvoir qu'on leur prêtait. Et c'est un fait que les plus importants d'entre eux possédaient un poids politique incomparablement plus grand que leurs prédécesseurs d'avant 1850. En tout cas, cette génération remarquable d'hommes d'État, qui étaient tous des Chinois et non pas des Mandchous, et qui ont profondément influencé l'histoire des Qing jusqu'à la fin du XIXe siècle, est presque entièrement issue de la guerre contre les rébellions. Ainsi, pour ne citer que les plus célèbres, des gens comme Zheng Guofan, que j'ai déjà cité, Zhou Zongtang, Li Rongjang, que j'ai également cité, ou encore un peu plus tardivement, un personnage très important qui était Zhang Zedong. Et puis plusieurs autres que je ne cite pas. Non seulement ces hommes, dont la majorité avait entre 30 et 40 ans, vers 1850, ont alors sauvé la dynastie des Qing, comme je l'ai déjà dit, mais c'est aussi grâce à leurs efforts et à leurs initiatives qu'a pu se produire ce qu'on appelle traditionnellement le renouveau dynastique ou la restauration correspondant au règne de l'empereur Tongzhi, donc entre 1862 et 1874. Enfin, ça, ce sont les dates du règne de Tongzhi, bien qu'il faille plutôt parler, je crois, de la période qui va de 1865, donc fin des Taiping, à 1895. Ce terme pour restauration ou renouveau dynastique est Zhongxing, qui signifie littéralement un renouveau Zhong au milieu d'une période dynastique, un nouveau départ, si vous voulez. Je veux dire que malgré une situation dynastique un peu compliquée, puisque, comme vous savez,
pendant la plus grande période la plus grande partie de la période, la réalité du pouvoir a été exercée par la célèbre impératrice douairière, ceci au nom d'empereurs mineurs ou plus ou moins placés sous tutelle. Malgré cette situation dynastique compliquée, donc, le régime a pu, jusqu'à un certain point, retrouver ses marques. L'administration civile est revenue à une certaine stabilité dans ses procédures, tout en évoluant notablement dans sa composition sociologique. Et là encore, et c'est une chose qu'on oublie souvent de souligner, et là encore c'était un effet de la guerre, dans la mesure où, par le jeu de la vente par l'État des brevets et des nominations, à laquelle le régime a recouru très intensivement à cette époque pour accroître ses revenus, un nombre significatif de gens non titrés, c'est-à-dire n'ayant pas passé les examens, mais ayant acquis leur galon au combat, ont pu entrer dans la bureaucratie en achetant leur grade et parfois leur poste. Et à ces gens, il faut encore ajouter un nombre non négligeable de marchands ou d'experts dans les relations avec les étrangers, de compradors, comme on dit, entrés eux aussi dans l'administration par la voie vénale. Contrairement à beaucoup d'auteurs, déjà à l'époque, j'ai tendance à penser que l'impact de ces non-diplômés, si vous voulez, sur la qualité de l'administration à la fin de l'Empire est loin d'avoir été négatif, car c'était des gens qui s'étaient formés sur le tas et souvent dans des circonstances difficiles. Et cette opinion que je vous propose, en fait, repose sur la lecture de nombreux manuels de fonctionnaires, une de mes spécialités dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, rédigés justement par des gens venant de ce milieu qui, pour les lettrés grandins, étaient toujours soupçonnés de médiocrité et de rapacité. Concernant à présent les infrastructures et l'économie, toujours pour parler de ce renouveau dynastique, les régions dévastées par les combats ont été progressivement réhabilitées et redéveloppées. Et tout indique par ailleurs une très forte expansion commerciale, impulsée en partie par le commerce étranger. Enfin, je pourrais ajouter, dans un tout autre registre, que certains responsables en vue, et là Zhang Guofan est vraiment le plus connu, se sont efforcés assez sérieusement, avec des résultats que c'est à chacun d'évaluer, de créer les conditions d'une sorte de réarmement moral, de reconfucianisation de la société, si vous voulez, après toutes ces années de chaos. Et puis, c'est la période pendant laquelle aussi bien le régime que les Chinois en général ont été bien obligés de s'adapter, bon an, mal an, non seulement à leur nouvel environnement international, mais aussi à la présence d'étrangers de plus en plus nombreux sur leur territoire. La date importante ici est 1860, autrement dit les conventions de Pékin dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces conventions accordaient en effet, comme chacun sait, aux étrangers un certain nombre d'avantages que les puissances, notamment les Anglais, réclamaient à corps et à cri depuis longtemps, tels que le droit de circuler, de résider et de commercer librement dans tout l'Empire, et non pas dans quelques enclaves le long des côtes, tout en bénéficiant du statut d'exterritorialité. Le droit pour les missionnaires de circuler librement, eux aussi, d'installer leurs établissements et de faire leur propagande où bon leur semblait. La désignation également de nouveaux ports ouverts, ce qu'on appelle en anglais treaty ports, au commerce étranger, y compris dans l'intérieur du pays, avec la possibilité, c'était la définition même des ports ouverts, d'y aménager des concessions bénéficiant de l'exterritorialité et d'y ouvrir des représentations consulaires. En outre, il y avait dans tous les ports ouverts, dans tous ces ports ouverts, et ceci aussi était une conséquence des conventions de 1860, un bureau de l'administration impériale des douanes maritimes, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, qui a été créé en 1860, justement, et qui, bien qu'impérial en nom, était dirigé et géré, et en toute indépendance, par des Occidentaux. Les droits sur le commerce étranger qu'ils percevaient étaient reversés au gouvernement impérial, et ces droits ont servi pour une grande part à garantir le paiement des indemnités de guerre et des emprunts d'État. Enfin, autre vieille revendication, et d'être obligé d'y répondre a peut-être été le plus dur à avaler pour le pouvoir impérial, enfin, les traités de 1860 ont autorisé les puissances à installer des représentations diplomatiques permanentes à Pékin.
Et pour gérer les relations avec les légations occidentales, relations qui n'étaient jamais faciles, les Qing ont créé un organisme spécialisé qui a eu un très grand rôle pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, enfin après 1860, un organisme appelé le Zhongli Yamen, qui dans son nom complet, c'est je crois Zhongli Gego Shu Yamen, chose comme ça, signifie Bureau général d'administration des affaires de tous les pays étrangers. Organisme qui jouait à peu près le rôle d'un ministère des Affaires étrangères moderne. Et cela aussi, c'était une très grande nouveauté. L'impact direct ou indirect de la présence étrangère sur la vie quotidienne d'un nombre croissant de Chinois, sur leur vie matérielle, sur leurs comportements économiques et même sur leur perception du monde, cet impact a été considérable. Mais comme je viens de le dire, les choses sont loin d'avoir été toujours faciles. J'avais analysé dans mon cours, il y a une dizaine d'années, en 2003, un certain nombre d'incidents survenus localement, le plus souvent suscités par les initiatives intempestives et par l'arrogance des missionnaires, mais parfois aussi par des marchands, les uns et les autres toujours soutenus par leur consulat, lesquels les consulats allaient se plaindre directement au gouvernement provincial ou même au Zhongli Yamen. Donc j'avais mentionné tous ces incidents, je les avais analysés, et j'avais aussi rappelé à quel point la montée des sentiments antichrétiens et donc anti-européens dans de larges couches de la société à la fin des Qing se focalisait en priorité sur les églises et les constructions en général disproportionnées par rapport aux quartiers ou aux villages où elles se dressaient, édifiées sur des terrains acquis au prix fort et à des emplacements qui ne pouvaient qu'offenser la sensibilité des populations riveraines. Et enfin, j'avais donné quelques exemples de la situation délicate où se trouvaient les fonctionnaires locaux. En fait, je partais des textes de ces fonctionnaires locaux, confrontés à la violence populaire et à la pression des notables, d'un côté, mais de l'autre côté, obligés de faire respecter à la lettre les clauses des traités qui protégeaient et qui avantageaient les étrangers, sous peine de susciter des incidents diplomatiques dont on ne savait jamais à quoi ils allaient conduire. Et c'est en effet, ce dont je suis en train de parler, ce à quoi je viens de faire allusion, c'est en effet une configuration typique de toute la période qui s'étend de 1860 à 1900, et elle ne concerne pas seulement ce qu'on appelait les incidents chrétiens, les tiaoan. Je veux dire que chaque fois qu'un conflit dégénérait, et surtout quand il y avait mort d'homme, les chancelleries à Pékin en prenaient prétexte pour extorquer au gouvernement chinois de nouveaux avantages, lesquels, par définition, profitaient à tous les pays, en raison de la clause de la nation la plus favorisée, pour extorquer donc de nouveaux avantages en menaçant de recourir à la manière forte. C'est donc ce qu'on a appelé la politique de la canonnière. Mais surtout, l'histoire de ces décennies a été ponctuée de conflits beaucoup plus graves, engageant les États de guerre, donc, qui ont débouché sur des affrontements armés dont la Chine est à chaque fois sortie vaincue, et sur de nouveaux traités, débouchant sur de nouveaux traités, de nouvelles conventions et de nouvelles demandes d'indemnité, lesquelles n'ont cessé d'éroder la souveraineté de la Chine et de plomber ses finances. Il n'est évidemment pas question de retracer toutes les étapes de ce crescendo, si vous voulez, mais il faut au moins citer les deux conflits majeurs de la période, qui sont d'abord la guerre franco-chinoise, qui s'étend de 1883 à 1885 et qui est partie d'un conflit de souveraineté sur le Tonkin, la conquête de l'Indochine contre la suzeraineté chinoise sur le Vietnam, et ensuite la guerre sino-japonaise de 1894-1895, qui trouve également son origine dans un conflit de souveraineté, mais cette fois-ci en Corée. Et puis il y aura, avec des conséquences bien plus lourdes encore, la folle tentative d'expulsion des étrangers de Chine, décidée par l'impératrice Cixi et sa faction en 1900 à la faveur de l'insurrection xénophobe des Boxers, la guerre avec une coalition de 8 pays, la prise de Pékin et, de nouveau, la fuite de la cour pour échapper à un envahisseur. Mais de cela, et surtout des conséquences de l'épisode des Boxers, je parlerai la prochaine fois, car cette affaire vient en quelque sorte en ouverture de la période qui me concerne cette année, qui est, donc, comme je l'ai dit, la première décennie du XXe siècle, donc la période dite des nouvelles politiques, Xinjiang, qui marque le véritable début des temps modernes en Chine.
Quoi qu'il en soit, la guerre franco-chinoise et la guerre sino-japonaise sont des points tournants importants car elles ont marqué de façon dramatique les limites de l'effort de modernisation technique et d'abord militaire qui avait été entrepris dès le lendemain des rébellions et dont il me faut à présent dire quelques mots. Nous retrouvons là encore les hommes d'État dont je parlais tout à l'heure. Les défaites humiliantes subies lors des 2 guerres de l'opium avaient bien sûr mis en évidence la supériorité technologique écrasante des nations occidentales, en tout cas en matière militaire, mais c'est seulement pendant la guerre contre les Taiping, donc la guerre civile, que certains généraux ont commencé à équiper leurs troupes avec des armes de modèle occidental, d'abord en les acquérant dans les concessions étrangères, puis très vite en édifiant des arsenaux pour les produire. Et c'est là qu'il faut voir l'origine de ce qu'on a appelé le mouvement des affaires occidentales, des Yangwu, qui s'est développé sous l'égide des grands gouverneurs dont j'ai déjà donné le nom et de quelques autres. S'il fallait définir en quelques mots le mouvement des affaires occidentales, je rappellerai d'abord qu'il était motivé dès le départ par l'ambition de rendre la Chine suffisamment forte pour être capable de résister à l'agression étrangère. Et c'est bien ce qu'exprime l'autre façon de désigner ce même mouvement, à savoir un mouvement d'auto-renforcement, un mouvement pour se renforcer soi-même. C'est le mot zetian. Mais cette puissance qu'on voulait acquérir en empruntant leurs méthodes aux étrangers devait être purement matérielle. C'est plus tard seulement, après la guerre sino-japonaise justement, c'est plus tard seulement que se fera jour chez un nombre croissant de personnes la notion que pour tenir tête aux puissances, dont le Japon fait désormais partie, sans doute faudrait-il s'inspirer également de leurs institutions et de leurs idées, en bref, de ce qu'on appelait globalement le savoir occidental, ou Xixue. En d'autres termes, c'est à ce moment qu'on a commencé à penser qu'il ne suffisait pas d'adopter leurs armes pour résister aux Occidentaux et à leurs imitateurs japonais, mais qu'il fallait aussi s'approprier leurs ressources institutionnelles, politiques, intellectuelles, spirituelles même, et corrélativement qu'il fallait peut-être accepter de renoncer à un certain nombre d'institutions et de manières de penser, jusque-là considérées comme inséparables de l'essence même de la civilisation chinoise. Ceci, j'en parlerai plus tard, mais avec le mouvement des affaires occidentales, on n'en est pas encore là. Ce qu'il faut aussi en dire de ce mouvement, c'est qu'il a été initié et développé par ces mêmes chefs régionaux, chacun dans son fief, et chacun cherchant à vendre ses projets, en quelque sorte, à la cour, car n'oublions pas que rien d'important ne se faisait sans l'approbation du trône. Et chacun cherchant à mobiliser le plus de ressources possible, au niveau non seulement régional, mais aussi national. C'était la cour, là encore, qui autorisait les transferts de ressources d'une province à l'autre, ou la création de nouvelles ressources par l'impôt ou par l'emprunt. Et c'est ainsi, pour résumer une histoire longue et surtout très complexe, avec beaucoup de hauts et de bas, là encore, c'est ainsi qu'ont été créés, en engageant des sommes considérables et avec l'assistance d'experts et d'ingénieurs étrangers engagés au prix fort, des arsenaux pour édifier une marine de guerre moderne et pour fabriquer des armements, qu'ont été lancées toute une série d'entreprises minières et industrielles, qu'a été fondée la première compagnie maritime chinoise, utilisant des bateaux à vapeur occidentaux, que le télégraphe a été introduit en Chine dès les années 1880, et on ne saurait jamais trop insister sur la véritable mutation que le télégraphe a introduite dans la circulation des informations à travers l'Empire, et tout particulièrement dans les communications à l'intérieur de l'appareil d'État. Et enfin, un peu plus tard, qu'ont été construites les premières voies ferrées. On a énormément écrit sur le mouvement des affaires occidentales, et on a aussi beaucoup daubé sur les gaspillages auxquels ont donné lieu toutes ces entreprises, sur le népotisme, sur le manque de coordination, sur l'absence de normalisation des produits et sur le fait que ces produits étaient toujours démodés par rapport aux productions de l'étranger, et ainsi de suite. Et c'est un fait que l'objectif primordial, rendre la Chine suffisamment forte pour se défendre contre les étrangers, que cet objectif primordial n'a pas été atteint. Je parlais de la guerre franco-chinoise et de la guerre sino-japonaise. Eh bien, la Chine avait édifié, avec ses institutions nouvelles dont je viens de parler, non pas une flotte de guerre, mais deux, chacune avec son grand patron, une dans le sud et une dans le nord. La flotte du sud, basée à Fuzhou, la capitale du Fujian, édifiée sous la direction d'un ingénieur français appelé Prosper Giquel, et dont l'initiateur et le protecteur était Zhou Zongtang, a été détruite à quai
en même temps que ses arsenaux, par l'escadre de l'amiral Courbet pendant la guerre franco-chinoise. Quant à la flotte des mers du Nord, Beiyang, qui était la chose de Li Hongzhang, alors l'homme d'État le plus puissant de Chine, elle a été, elle aussi, démolie et coulée sans combattre par les forces japonaises en 1894. Autrement dit, les résultats d'années d'efforts et de dépenses colossales ont été anéantis chaque fois en une journée et sans avoir même combattu. La perte était énorme, mais l'effet moral a été plus profond encore, surtout dans le second cas. Le mouvement des affaires occidentales a sombré, on peut le dire, avec la défaite de 1894, sanctionnée l'année suivante par le fameux traité de Shimonoseki, le plus humiliant et le plus coûteux imposé jusqu'alors à la Chine. Ou faudrait-il plutôt dire, c'est la philosophie et ce sont les méthodes sur lesquelles s'appuyaient les promoteurs du mouvement des affaires occidentales qui ont été discrédités à jamais. Même si, et il est quand même important de le dire, même si tout ce qui a été réalisé pendant ces 30 années ne l'a pas été pour rien. Je veux dire qu'aux alentours de 1900, la Chine pouvait se prévaloir d'un début d'industrialisation, elle possédait un certain nombre d'infrastructures modernes, de nouvelles institutions d'enseignement avaient commencé à voir le jour, etc., etc. Et je ne parle pas de la quantité d'informations sur le monde extérieur qui avait commencé de pénétrer dans de larges milieux de la société en Chine, des débuts d'une nouvelle presse et de beaucoup d'autres choses encore, dont il est vrai qu'elles doivent autant à l'influence des concessions étrangères, de Shanghai ou de Tianjin, ou aux efforts de certains missionnaires, qu'aux grands bureaucrates qui patronnaient le mouvement des affaires occidentales. Je l'ai dit à l'instant, la guerre sino-japonaise a posé de nouvelles questions et a convaincu un grand nombre de gens, un nombre croissant de gens, à l'intérieur et hors du gouvernement, qu'une approche beaucoup plus radicale des problèmes était désormais nécessaire. En d'autres termes, qu'on ne pouvait pas se contenter de préserver les choses en l'état tout en appliquant une dose plus ou moins importante de technologie occidentale. L'épisode des nouvelles politiques, qui forme le contexte, donc la première décennie du XXe siècle, qui forme le contexte des sources que j'examinerai, ne commence qu'en 1901, mais son origine immédiate doit être située en 1895. Encore y a-t-il eu beaucoup de bouleversements entre ces deux dates. L'épisode de la réforme des 100 jours en 1898 et la réaction brutale qu'il a entraînée, les entreprises de quasi-démembrement de la Chine auxquelles se sont livrées les puissances européennes et le Japon au lendemain de la guerre sino-japonaise, l'insurrection des Boxers et la catastrophe de 1900. De tout cela, je commencerai par dire un mot la semaine prochaine, et c'est ensuite seulement que je m'interrogerai sur la nature et sur l'impact des évolutions institutionnelles, politiques et intellectuelles réellement dramatiques qui se sont produites entre 1901 et 1911. Et ayant posé tout ce contexte, je serai enfin en mesure de passer du macro au micro, en quelque sorte, et d'examiner les textes autobiographiques dont je vous ai parlé au début. Je vous remercie.